En fait, je suis pas tombé amoureux de WebStorm. Je suis tombé amoureux de IntelliJ. Et il se trouve que ça a été une PR qui a été un peu débattue. Et quand je dis un peu débattue, c'est la deuxième PR débattue de toute l'histoire du projet Node. J'entends par là que chez Screen, on a des gens qui sont vraiment des dieux de la sécurité. Les deux founders de la boîte étaient dans la Red Team d'Apple. Donc c'était eux qui cassaient les produits Apple pour le compte d'Apple. Vous écoutez le podcast Dev Theory Interviews. Des discussions autour du JavaScript avec ceux qui l'utilisent au quotidien. Développeurs front ou back-end, freelance ou employés, CTO ou CEO d'une entreprise avec une stack JS. Nous allons parler avec tous ces acteurs francophones de la communauté JavaScript. Écoutez-nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Dev Theory Interviews. Salut Vladimir. Hello Brian. Ça va bien ? Ça va très bien, la canicule est passée, et toi ? Il est vrai, elle est passée aussi, ça va toujours aussi bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast en tout cas. Bah, ça me fait très plaisir, je suis toujours très content de parler de ces sujets qui me passionnent, et surtout en français. Donc merci infiniment de m'avoir invité. Je me suis pas mal renseigné un peu sur toi, enfin j'ai regardé les quelques descriptions que j'ai pu voir sur différents sites, et donc je vois que t'as pas mal de titres, hein, genre t'es Web Security Engineer, Lead Node.js Engineer, collaborateur Node.js, et même conférencier. Donc avant de parler de tout ça en détail, est-ce que tu voudrais bien te présenter tout simplement, ce que tu peux te dire sur toi ? Ouais, bah alors je m'appelle Vladimir de Turckheim, mais tout le monde a le droit de m'appeler Vlad, et vous êtes autorisé à ne pas essayer de prononcer mon nom de famille. Euh, je bosse pour une startup qui s'appelle Screen, SQR2EN, et c'est une boîte qui fait de la sécurité des applications web. Alors, c'est une boîte qui a 5 ans, et moi je les ai rejoints il y a un peu plus de 4 ans, à l'époque où ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider à fournir de la sécurité pour Node.js. Donc en fait, globalement, ce que je fais au quotidien, c'est que je fabrique un paquet NPM, tu le mets dans ton app backend et on va s'occuper de pas mal de features de sécurité pour toi, mais c'est pas le sujet. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'à partir de là, je me suis retrouvé à fouiller énormément dans les internals de Node.js, à tel point que j'ai commencé à faire mes premières PR, j'ai commencé à publier un peu sur des attaques dans le monde Node.js. À l'époque, c'était principalement les injections MongoDB. Et donc, de fil en aiguille, je me suis mis à parler à de plus en plus de conférences, que ce soit des conférences de sécurité ou des conférences orientées Node.js. Donc, j'ai commencé sur ces 4 années à prendre de plus en plus de temps d'audience, on va dire, sur ces sujets-là. Et tout en développant cette solution pour Screen en interne. Et jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, je me souviens plus exactement de la date, où un ami à moi m'a recommandé comme collaborateur à Node.js. Et donc le mois d'après, j'ai été onboardé par Anna, qui est une personne fabuleuse. Et donc depuis, j'ai les droits de commit sur Node.js que j'utilise avec parcimonie, principalement pour review des choses et donner mon opinion. Mais de temps en temps, je merge des features ou je construis des features pour Node. Mais peut-être qu'on en parlera un peu plus tard aujourd'hui. Exactement. C'est vrai que déjà un très beau résumé en tout cas. Ce que je te propose, c'est de d'abord parler un peu plus de l'entreprise dans laquelle tu es, donc Screen. Ensuite, on pourrait donc parler un peu plus du fait de qu'est-ce que c'est donc être collaborateur Node.js. Et après, j'ai même prévu quelques questions un peu plus précises concernant tout ce qui va être sécurité web en JavaScript, mais pas forcément. Donc si ce plan te convient, on peut partir là-dessus. Ça me semble parfait. Super. Alors, tu as commencé à parler donc un peu de Screen, et donc tu as dit que tu faisais des paquets NPM, donc c'est en fait Screen. Qu'est-ce que toi tu y fais ? Tu crées des dépendances pour d'autres projets. Ces projets-là vont utiliser Screen. Qu'est-ce que concrètement toi tu vas faire en fait dans Screen ? Quel est ton rôle ? Alors, jusqu'au mois prochain, je suis le lead Node.js engineer. Ça, c'est le titre qu'on me donne en externe, et en interne, je suis le Node.js agent owner. C'est-à-dire que donc Screen fournit ces paquets qui vont injecter des algorithmes de sécurité dans des apps. Donc, en fait, il y a un peu plusieurs parties dans Screen. La partie historique, c'est ce qu'on appelle le RASP, le Runtime Application Self-Protection.
On pourrait vulgariser ça en disant c'est donner des cours d'autodéfense à une application web. Donc par exemple, on a des algorithmes pour bloquer les injections SQL qui sont beaucoup plus efficaces que tous les algorithmes qui peuvent exister au niveau du réseau, parce que ces algos qu'on a à nous sont à l'intérieur de l'app, donc elles vérifient qu'au moment où il y a une requête SQL qui part vers la base de données, eh ben, elle n'a pas été injectée par l'utilisateur. Et donc moi, mon travail, c'est de fabriquer l'outil qui va porter ces algorithmes, qui va aussi porter d'autres protections, comme ce qu'on appelle l'INAP WAF. C'est un firewall qu'on met à l'intérieur de l'app pour détecter des patterns d'attaque dans les requêtes HTTP, ou même le user tracking pour détecter les tentatives de brute force ou de ce qu'on appelle account enumeration, quand un attaqueur essaye de lister tous les comptes utilisateurs d'un site web. Donc moi, mon travail chez Screen, c'est de fabriquer ce paquet pour Node.js. Et donc il s'installe en 3 lignes, hein. Tu fais un npm install screen, tu require screen comme première ligne de ton code, et après tu fournis un fichier de config pour que ce truc-là puisse se connecter à son backend, à notre backend, parce que Screen est un produit SaaS. Mais j'ai un collègue qui fait exactement le même travail en Ruby, un autre en Python, en Java, en Go, en PHP et en .NET. Donc Screen n'est pas une boîte Node.js en soi, c'est une boîte qui fournit du service pour Node.js. À partir du mois prochain, je vais commencer à passer la main sur ce bout de code que j'ai créé et maintenu depuis 4 ans et 2 mois. Et je vais partir vers une équipe que je vais monter à l'intérieur de Screen, qu'on appelle la Customer Engineering Team. Et c'est une équipe en fait qui va être en charge d'étendre le support des agents. Donc aujourd'hui, nos agents, ils couvrent 3 bases de données. Ils couvrent Postgre, MySQL, SQLite. Par exemple, en Node, ils ne fonctionnent qu'avec le framework Express. En Java, ils supportent un peu plus de framework, mais ils ne supportent pas, par exemple, l'application server Glassfish. Et donc, moi, je vais prendre le lead d'une équipe dont le travail, c'est de faire que tous les gens qui veulent utiliser notre produit, mais qui ne sont pas dans notre matrice de support, dans notre offre, puissent utiliser notre produit. Donc, on va amener Screen sur de plus en plus de plateformes et de plus en plus de setup. C'est assez excitant pour moi parce que je vais passer de travailler dans l'équipe qui fabrique les agents où j'avais le rôle d'ingénieur le plus ancien, mais aussi j'étais entre guillemets cantonné à mon rôle Node, à un rôle multi-technologie où je vais fournir du support en Ruby, en Go, en .NET pour des clients, et je vais me rapprocher vraiment de notre clientèle pour aller, ou de nos utilisateurs en général, pour aller poser la question de où est-ce que vous avez besoin de sécurité et quand est-ce qu'on peut vous l'approcher. Donc c'est à la fois quelque chose d'assez important pour Screen, d'assez important pour nos clients, et même du point de vue assez personnel, c'est quelque chose d'assez important pour ma carrière. Donc quelque chose de très excitant qui arrive dans les prochains mois pour moi. Je vois. Et en plus, ça demande des compétences tout de même différentes, parce que là, ça va être du management, en fait. Ça va être une gestion d'équipe, du leader, donc c'est des compétences assez différentes. Mais par rapport à ce que tu me dis là, je me demande, puisque du coup, tu n'as pas uniquement spécialisé le JavaScript dans ce nouveau rôle. Et donc, quel est un peu ton background en fait? Qu'est-ce que tu as appris? Quel a été ton parcours en fait au niveau de l'éducation pour pouvoir justement être finalement le leader d'une team multitechnologie comme tu viens de l'expliquer? Ah, mais alors moi je suis un mauvais exemple parce que j'ai suivi le système académique français. Alors généralement on dit qu'on est un mauvais exemple quand on a quitté l'école à 16 ans pour aller faire du code, mais je pense que c'est de plus en plus le cas de beaucoup de gens et surtout beaucoup d'écoles post-bac ou même pas post-bac qui fournissent des formations en informatique qui sont vraiment d'excellente qualité en France. Donc moi c'est assez peu intéressant parce que j'étais un bon élève au lycée, du coup on m'a envoyé en S. J'étais un bon élève en S, du coup on m'a envoyé en prépa. En prépa, le concours m'a envoyé aux mines de Nancy. Aux mines de Nancy, j'étais pas un très bon élève en physique, du coup, et j'étais nul en maths, du coup, je me suis retrouvé dans l'informatique. J'exagère un peu, hein, j'ai toujours eu une certaine appétence pour le code et l'informatique. Je fabriquais des sites web au collège, mais je me suis retrouvé en informatique. Puis, je crois que la partie un peu déterminante dans la partie académique de mon cursus, c'est que les mines de Nancy, alors s'il y a des préparationnaires ou des lycéens qui nous écoutent, je vais un peu faire la pub des mines de Nancy. C'est une école qui a des promos d'une centaine d'élèves en fait. Et donc, quand t'as que 100 élèves par promo, eh ben, tu peux faire un parcours vraiment individualisé.
Et donc, les mines de Nancy n'avaient pas de partenariat avec l'université de Sydney. D'ailleurs, ils en ont toujours pas. Mais moi, j'avais très envie de retourner en Australie après un voyage que j'avais fait un peu plus jeune. Et donc, j'ai fait un peu des pieds et des mains pour pouvoir aller à l'université de Sydney faire ma dernière année d'études. Et l'école a regardé mes notes, a contacté les chefs de département de l'université de Sydney et leurs correspondants, parce que l'école fait partie de l'université de Lorraine, donc il y avait des correspondances. Ils ont trouvé que c'était un cursus tout à fait légitime et digne de la grandeur supposée par eux de l'école en tout cas. Et donc je suis allé faire ma dernière année à l'université de Sydney. Mais comme c'est l'Australie, l'année scolaire est décalée parce que l'année scolaire commence en automne, mais donc en mars. Et donc j'ai fait mon stage de deuxième année et mon stage de fin d'études de manière anticipée dans une petite boîte de cybersécurité qui s'appelle Sequay, qui est une boîte de consulting en cybersécurité. Et à l'époque, je faisais de la cybersécurité pour le gaz et pétrole. Donc pour les plateformes pétrolières, les plateformes d'extraction de gaz et leurs fournisseurs. Et quand je suis revenu de l'université de Sydney, donc là d'abord j'ai fait un stage de 8 à 9 mois chez Sequay. Quand je suis revenu de l'université de Sydney, j'ai travaillé à nouveau chez Sequay pendant 6 mois dans le consulting gaz et pétrole. C'était une période extrêmement intéressante de ma vie. Mais le cours du pétrole, il était prévu que ça diminue assez grandement, ça a diminué. Et maintenant, il n'y a plus beaucoup de projets gaz et pétrole en cybersécurité, alors que c'était vraiment la partie qui me passionnait le plus. Donc, je suis parti de Sequay et je suis allé dans une agence web qui s'appelle Stimulo. Pour ceux qui connaissent, elle fait partie du groupe des agences qui sont des enfants de CardiWeb. Et donc pendant un an, j'ai fait du développement web full stack Java, JavaScript. Alors à l'époque c'était du Spring ou du Struts et du Angular 1, mais pas du Angular 1.5, hein, c'était du Angular 1.3 dans le front-end. D'ailleurs je dois encore avoir un bouquin Angular 2 qui traîne dans l'appart. Et donc je faisais ça. Et, euh, et mon appétence pour la cybersécurité mêlée au dev web a fait que je suis arrivé dans le radar de Screen et qu'ils sont venus me chercher. Et quand je suis rentré chez Screen, bah, c'était une petite boîte de 5 ou 6 personnes. Aujourd'hui, on est une boîte de 70 personnes réparties entre l'Europe et les États-Unis. En ce sens qu'on a des bureaux à San Francisco, on va ouvrir un bureau à Lisbonne, en tout cas modulo le Covid, et on a des gens en remote qui vont de l'Ukraine jusqu'à Édimbourg. Donc, bah, au début, chez Screen, il fallait tout faire. Donc, il y a des lignes de code à moi dans le back-end en Python. Il y a des lignes de code à moi un peu dans l'agent Ruby qui traînent si les commits n'ont pas dégagé. Et t'es obligé un peu de faire la peinture, le ménage, de passer les petits fours quand on reçoit les invests. Et, et donc, c'est un peu bizarre de voir une boîte passer de ce niveau-là à une boîte de 70 personnes avec des managers, un VP of Engineering, des RH et pas Oui, c'est sûr, mais t'as vraiment vu l'évolution de la boîte, car t'es finalement arrivé assez tôt, quoi. Je suis arrivé juste après la première levée de fonds, donc ouais, j'ai un peu vu toute l'évolution de la boîte. C'est simple, quand je suis arrivé, je reportais directement au CTO, et aujourd'hui, je reporte à un manager qui reporte au VP of Engineering, qui reporte au CTO, qui reporte au Ah oui, CEO. Ça, ah oui, ça a c'est changé. Mais c'est pas une boîte corporate pour l'instant. Pour autant, j'ai encore le CTO à 2 bureaux de moi dans l'open space et le CEO au téléphone assez régulièrement. Bon, il habite à San Francisco. C'est un peu plus dur de prendre des bières ou des cafés avec Hmm. lui, mais on se débrouille. On est d'accord, tout ça, tu parles en anglais depuis le départ, c'est que de l'anglais dans ton environnement de travail. Alors, chez Screen, je crois qu'on a commencé l'anglais officiellement à peu près au moment où je suis arrivé parce qu'on avait un freelance australien non francophone à l'époque. Qu'on a Hmm. d'ailleurs embauché. Et donc Screen, oui, est une boîte 100% anglophone. Sur mon taf précédent, chez Stimulo, c'était du francophone. Et chez Sequay, c'était anglophone dans les bureaux, anglophone vers les clients et francophone dans les bureaux. Mais Screen est aujourd'hui une boîte 100% anglophone, tout simplement parce que mon collègue Java habite en Ukraine et parle le russe et l'ukrainien et l'anglais, mais ne parle pas le français. Mon VP of Bien sûr. Engineering qui habite à Lisbonne parle très bien le portugais et l'anglais, mais ne parle pas français. Donc, en fait, je pense que si tu te coupes de la francophonie aujourd'hui dans une boîte qui a envie d'avoir un impact global,
tu vas te couper d'énormément de talents, d'énormément d'excellents ingénieurs avec qui tu peux construire une belle aventure. Et donc, passer à l'anglais, alors nous, on a des cours, on paye des cours aux gens qui veulent ou apprendre le français quand ils sont pas francophones, ou apprendre l'anglais quand ils veulent progresser en anglais. Mais j'enseigne un peu aux mines de Nancy le développement web. Et généralement, le premier conseil que je donne à mes élèves, c'est double down l'anglais parce que c'est extrêmement important dans une carrière en informatique, de mon point de vue. Bien sûr, bien sûr. Ok. Euh, Au-delà du coup de l'anglais, je me demandais au niveau donc de ta journée, en fait, une sorte de journée typique, à quel degré, à quel niveau de degré tu vas parler à des gens, tu vas faire de la communication, et à quel niveau tu vas réellement développer une app. Donc comment ça s'organise un peu dans ta journée, tout ça? Alors, Screen est une boîte assez intéressante parce qu'on est product driven, on n'est pas sales driven. Donc en fait, notre objectif, c'est de faire le meilleur produit et de le vendre. C'est pas de vendre un produit, c'est d'abord de faire le meilleur produit possible. Euh, et ça passe par pas mal d'exigences qu'on s'est mises en interne. Donc déjà, c'est d'avoir du feedback utilisateur principalement. Donc généralement, tous les ingénieurs de screen rencontrent des utilisateurs assez souvent. Alors ou bien tu vas faire partie des squads qui s'occupent de notre site web, back-end et front-end. Alors eux, ils vont concevoir vraiment l'user experience web. Donc ils vont rencontrer des users, ou bien tu fais partie de notre team sécurité, et là tu vas itérer avec les users sur quel type de protection faut qu'on ajoute, ou bien tu vas faire comme moi partie des agents, et avec les utilisateurs tu vas itérer sur des questions un peu plus terre à terre qui sont les perfs, comment t'installes l'agent dans l'app, des bugs parce qu'il y en a. Donc par exemple, moi en temps normal, je pense que je rencontre pas mal les clients aussi parce que j'assiste les sales comme j'ai beaucoup d'expérience et de seniorité sur mon agent en lui-même, j'ai des cycles de développement personnellement un peu plus rapides que mes collègues qui ont entre un an et une semaine de boîte, parce qu'on a quelqu'un qui a rejoint notre équipe lundi. Donc j'ai le temps de caser beaucoup d'interviews utilisateurs dans les calls avant-vente pour faire des démos du produit et prendre leur feedback. Mais en temps normal, je pense que je peux écrire du code. Ah, disons, si je regarde hier, j'ai pas eu de meeting. Hier, j'ai eu quoi? Le stand-up, donc un quart d'heure. J'ai eu mon meeting hebdomadaire avec mon manager, donc 45 minutes, donc 1 heure. Puis j'ai eu 1 heure de call ou avec un collègue ou avec des clients. Donc hier, j'ai eu 2 heures de call. Donc sur la journée, j'ai pu développer 6 heures, 6 heures tranquillement avant d'aller prendre des bières. Mais par exemple, aujourd'hui, la journée est un peu plus dure ce matin. Alors chez Screen, on a un peu une tradition qui fait que quand tu commences chez Screen, tu vas avoir des calls avec tous les gens qui sont déjà chez Screen pour les rencontrer. Alors on fait ça en groupe. Donc ce matin, j'avais un groupe qui rencontrait une nouvelle commerciale. Cet après-midi, j'avais un call avec quelqu'un qui fait un PhD sur la sécurité applicative. Donc, c'est le genre de truc qu'on garde à l'œil. Là, j'ai 1 heure de podcast avec toi. Juste après, j'ai un call d'une demi-heure avec mon éditeur parce que je viens de signer un contrat d'édition pour des vidéos de cours de cybersécurité sur Node.js. Donc, dans deux ou Trop trois classe. mois, vous aurez des vidéos. Bah, merci. Vous aurez des vidéos en ligne sur une plateforme qui s'appelle InfoSec Skills, qui est abordable. Je crois que c'est 36 dollars par mois pour accès illimité à tous les cours, et c'est des cours de très bonne qualité parce qu'ils cherchent des experts dans leur domaine. Enfin, je vais pas dire que je suis mauvais. Donc Oui. aujourd'hui, j'ai plutôt 2 heures de 2 heures de Oui, dev, mais c'est c'est un l'inverse. peu, c'est un peu exceptionnel. Demain, j'ai une release de prévu, donc j'ai une bonne heure de testing et de release. Et en temps normal, je dirais que je peux dev 75% du temps en temps normal. Ok, ok. Bah, écoute, je mettrai ce lien InfoSec Skills, je mettrai ce lien dans la description. Et en parlant un peu plus de développement, je me demandais donc quel était un peu bah, ton IDE, ton éditeur de texte, quel était ton environnement de développement autour de tout ça, comment tu t'organises? Alors moi, je suis tombé amoureux de WebStorm à la fin de mes études.
En fait, je suis pas tombé amoureux de WebStorm. Je suis tombé amoureux de IntelliJ parce que Hmm. en sortant de mes études, je m'étais dit que ma carrière serait dans Java. Euh, Comme quoi, faut jamais dire, faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Et donc, je suis assez tombé amoureux d'IntelliJ et quand je faisais du front, eh ben, je m'étais mis à WebStorm parce qu'à l'époque, j'avais des licences universitaires gratuites. Et ensuite, je suis resté assez fidèle à WebStorm parce que les IDE, c'est quand même pas mal des histoires d'habitude et de confort. Donc j'entends parfaitement que la plupart des gens sont très contents de Visual Studio et je trouve que c'est un IDE super, surtout que c'est un produit qui fait tourner Node.js derrière. Mais moi j'ai mes petites habitudes dans WebStorm j'aime bien le debugger que je trouve plus agréable que les autres et donc j'ai un peu tout ce qu'il me faut. Donc en gros j'ai un projet WebStorm avec mon agent. J'ai un projet WebStorm dans lequel on a ce qu'on appelle écosystème. C'est justement ce projet dans lequel il y a le support pour type ce qu'on est en train de bosser, type le support Koa, le support GraphQL, qui est une des dépendances sur lequel l'agent dépend. Et j'ai un troisième projet qui s'appelle Agent Node Test, qui est en fait un projet dans lequel on a mis une flanquée d'application de test. Donc en fait, c'est une app qu'on appelle Weblog en interne et on l'a développée la même dans toutes les technos et c'est une app qui est vulnérable et sur laquelle on fait tourner les tests de nos agents dessus pour vérifier qu'on bloque bien les méchants attaqueurs et qu'on les protège. Donc en temps normal, je suis au bureau et j'ai une jolie chaise à roulettes, un petit présentoir pour poser mon MacBook Pro dessus, un grand écran à côté et WebStorm. Et quand je suis à la maison, je suis sur une chaise Ikea et j'ai pas le petit présentoir, donc où j'ai une pile de magazines sous mon MacBook pour qu'il soit au même niveau que mon écran à la maison. Ok, je vois, je vois. Et au niveau de... Est-ce que tu fais un peu d'intégration continue, développement continu? Et si oui, qu'est-ce que tu vas utiliser comme service, du coup, ou outil par rapport à ça? Alors c'est intéressant parce que c'est assez chaotique. Donc chez Screen, on a un Jenkins en interne Ok. euh, dont on est globalement content. J'insiste sur le globalement. À une époque, on avait pas mal de problèmes de ressources sur ce Jenkins. Donc c'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que c'est un Jenkins qui est là pour ordonnancer les tâches et qui en fait va lancer les builds sur AWS Code Build. Donc c'est un service d'intégration continue d'Amazon. Donc en gros, quand je push quelque chose, Jenkins le détecte et trigger des jobs chez AWS. Et AWS spawn des machines EC2 à la volée ce dont on a besoin. Alors ça, c'est pour la partie simple. Après, il se trouve que on a eu une fois, il y a 3 ans, des soucis dans la gestion des PAF dans l'agent sous Windows. Donc j'ai aussi une intégration continue AppVeyor pour faire tourner mes tests sous Windows. Donc ça, c'est une solution cloud c'est comme un Travis pour Windows. Après, on a des tests d'intégration qui sont aussi générés sur Jenkins et on a une nouvelle génération de tests d'intégration euh, qui sont sur des GitHub Actions. Et après, on a encore un composant dans les agents qu'on appelle LibScreen, qui est un composant écrit en C++, donc qui est une dépendance native. Donc quand tu installes l'agent Node, en fait, il va télécharger la dépendance native pour ta plateforme depuis S3. Je suis encore en train de débattre de si je veux pas bundler tout dans le même module, comme ça il y aura plus de problème d'install, mais bon, c'est un détail. Et donc pour builder et tester cette plateforme, j'ai une CI sur Azure qui me fait les builds sur Ubuntu, Windows, Linux et Linux Alpine. Aussi, un autre truc qui est assez intéressant à noter sur ma CI pour mes tests unitaires, euh, je suis probablement la seule personne au monde à tester mon code sur les futures versions de Node.
Alors, si ça intéresse des gens, j'ai un job Travis perso qui en nightly publie des images Docker avec les nightly builds de Node. Donc, tu as Node 15 Nightly, donc tu peux déjà commencer à développer sur la future version de Node. La 14, parce qu'elle est encore en cours de développement, il y a encore des nouvelles versions de la 14 et de la 12, donc il y a des Nightly pour ça. Et aussi la V8 Canary, donc c'est la version de Node qui a toujours la dernière version de V8, la version mineure de V8 pour la branche de Node. Donc dans ma CI, j'ai non seulement des tests sur Ubuntu, j'ai des tests sous Alpine, et j'ai aussi ces tests sur les futurs, sur les nightly builds de Node.js. Donc si ça vous intéresse, suffit de browser un peu mon GitHub ou mon Docker Hub, tout est sous V2 Turkem et vous trouverez les liens vers ces images qui sont mises à jour toutes les nuits. Hyper intéressant ça. Mais si tu veux, tu pourras me donner le lien, je mettrai ça dans la description. Ah bah avec Et plaisir. donc, et avoir ces tests unitaires-là donc sur des versions futures, ça te fait réellement changer ton développement actuel ou pas? Alors, ça va pas me faire changer mon développement actuel sur les features sur lesquelles je bosse actuellement, mais ça va me permettre d'identifier extrêmement rapidement un potentiel breaking change. C'est-à-dire que au moment où une version de Node sort, je peux aller voir mes clients et leur dire bah ouais, il n'y a aucun problème sur Screen, sur la nouvelle version de Node, puisque ça fait des mois que je teste dessus, en tout cas à partir du moment où le Nightly est disponible. Donc moi j'ai dans mon contrat de support, je supporte Node à partir de 4.0.0, donc j'utilise pas les features modernes de JavaScript, hein. Les async await, c'est pas pour moi. Moi, j'ai le droit d'utiliser les arrow functions et c'est à peu près le truc le plus récent auquel j'ai le droit. Donc, ça, utiliser Nightly, ça pourrait me permettre éventuellement de développer avec les futures versions de JavaScript, mais ça, je le recommanderais plutôt pour des gens qui sortent des projets pour dans un an. Non, pour le coup, ça me permet surtout de garantir une grande qualité parce que c'est un de nos marqueurs chez Screen, ça fait partie de notre ADN. En tout cas, sur la partie agent, comme c'est du code qui va tourner dans l'application de nos clients, sur les serveurs de nos clients, mais dans leur code applicatif, on ne fait aucun compromis sur la qualité. Et je te disais tout à l'heure qu'on a des nouveaux tests d'intégration en GitHub Action. C'est parce qu'on a quelqu'un qui travaille à plein temps sur la qualité des agents, qui est en train de les fabriquer, et qui est avec nous depuis des mois, et dont le travail c'est de trouver des bugs proactivement avant que les clients les trouvent, et de mettre en place des toolings de qualité. Donc c'est vraiment parce qu'on a eu des exigences extrêmement élevées de qualité sur les agents, parce que tu vois, j'ai un immense respect pour tous les gens qui font du web, mais sur le back-end, bah, tu ships un bug, tu peux toujours mettre à jour tes back-ends, updater le contenu de ta base de données et t'excuser auprès de tes clients. Nous, du côté des agents, si on ship un bug, il va falloir que nos clients aillent faire l'update de leur côté pour essayer de le corriger. Et donc c'est pour ça qu'on a des normes de qualité extrêmement drastiques parce que on essaye de rendre la vie agréable et simple à nos clients pour pas qu'ils se disent que Screen leur rajoute du travail. On a un énorme respect pour le temps et le business de nos clients et donc ce qu'on veut c'est rendre leur vie la plus simple et la plus safe possible. Ok, je vois. Et dernière question pour ce pôle concernant Screen. Ouais. Donc moi, je suis un développeur lambda. Je veux utiliser Screen. Est-ce que je peux le faire et est-ce que je peux le faire de manière gratuite ou payante? Quelles sont les solutions du coup d'utilisation de Screen en tant que développeur? Alors, déjà tu vas t'inscrire à Screen et il va y avoir un trial gratuit de 7 jours qui lui est standard pour tout le monde. Et après, on a un community plan qui demande une petite contrepartie qui est que tu mets le logo de Screen sur ton site. Tu sais, je sais pas si tu te souviens à l'époque des petits logos W3C compliant, site optimisé pour Internet Explorer. Et ben nous, on a un petit logo comme ça qui fait Protected by Screen. Donc si tu vas sur la page pricing, et ben on te demande de mettre un petit logo Protected by Screen sur ta page. Après, tu peux aussi récupérer Screen via Heroku. Et donc là, il y a un cycle de vente différent via Heroku avec un plan gratuit pour les apps Heroku. Donc nous, on est très content d'avoir des clients gratuits.
Déjà parce que Screen est drivé par une mission, et la mission c'est pas faire le plus de pognon, la mission c'est democratize web security. Nous notre but c'est que un jour il y ait plus de sites web qui se fassent hacker à cause de trucs que Screen aurait pu protéger. Et donc c'est bien beau, mais ça veut dire qu'on va pas fournir ça que aux gens qui ont les moyens, ça veut dire qu'on va fournir ça à tous les gens qui en ont besoin, d'où notre plan gratuit qui fait vraiment partie des valeurs de l'entreprise. Et, euh, et après, on va te faire payer en fonction de nouvelles fonctionnalités ou de la taille de ton site web, parce que nous, on a des coûts qui sont liés à la popularité du site qu'on protège. Si c'est des sites pas très qui n'ont pas beaucoup de trafic, qui n'ont pas beaucoup d'attaques, bah nous on a peu de coûts dans notre cloud pour les protéger. Par contre, quand il y a beaucoup d'attaques, comme on fait de la data science, comme on a du stockage de données, comme on a des serveurs pour gérer la remontée des données depuis les apps, et ben les sites les plus populaires commencent à nous coûter des sous. Et donc c'est grâce à cette dynamique élastique dans le cloud que pour notre propre prod, qu'on a la possibilité de fournir des plans gratuits. Donc pour répondre à ta question, parce que j'ai l'impression de répondre un peu à côté, si tu es un dev, tu vas sur my.screen.io, tu te login avec ton compte GitHub, tu as 7 jours gratuits, tu fais npm install screen, gem install screen, pip install screen, tu commences à jouer avec, et au bout de 7 jours, tu vas sur le petit support intercom qui est en bas à droite sur chacune de nos pages, tu nous dis je suis un développeur, j'ai mis le logo screen sur mon site web, passez-moi en plan gratuit, on va aller sur ton site, on va regarder le logo screen et on va te mettre en plan gratuit. Trop bien, trop bien. Donc on peut passer à l'autre pôle qui j'ai plus envie de parler du coup maintenant du fait que tu sois un collaborateur Node.js, car je trouve ça quand même très très intéressant. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail comment donc, tu es passé collaborateur Node.js et comment ça se fait en fait? Parce que du coup, tu as ce rôle-là et j'ai l'impression que c'est très officiel en fait. J'ai l'impression vraiment que quelqu'un t'a dit ok, tu peux porter ce titre. Donc, tu as parlé d'une certaine Anna tout à l'heure par exemple. Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu plus ce point-là donc? Alors en fait, il y a la différence entre collaborateurs et non collaborateurs est assez simple. Les collaborateurs sont les gens qui ont les droits de commit sur le repo. Et c'est aussi simple que ça. Alors, le projet Node, c'est un projet qui est bien plus grand que simplement le repo de code Node.js/Node. C'est un projet qui a plein de working groups. Donc, par exemple, il y a le Security Working Group dont je fais partie. Il y a le il s'appelait Tracing, maintenant je pense qu'il s'appelle Diagnostic Working Group, qui est en charge de garantir que les outils de debugging de Node et de tracking des requêtes sont bons. Tu vas avoir le Module Working Group, c'est les gens qui sont en train de débattre de comment on fait les imports ES6 en Node. Et donc, c'est un projet assez large. On a aussi... et donc, tous les groupes du monde Node sont divisés en deux grandes familles. T'as ceux qui dépendent du CC et du TSC. Alors, le TSC, c'est le Technical Steering Committee. C'est un groupe de gens qui se cooptent et qui sont les owners de l'organisation Node et qui sont les leaders techniques du projet Node.js. Et il y a le CC, le Community Committee, qui est en charge de gérer la communauté Node. Donc c'est eux qui sont en charge des événements, de promouvoir Node, de l'évangélisme, des conférences, du code of conduct, parce que quand tu arrives à avoir un truc qui devient aussi populaire que Node.js, eh ben, tu as envie de mettre des règles sur la façon dont les gens interagissent, parce que c'est assez simple de dire il suffit de se comporter de façon professionnelle et d'être poli, mais dans la vraie vie, y a beaucoup de gens qui, une fois sur Internet, se comportent un peu n'importe comment. Et donc, il y a ces deux organes qui dirigent le projet Node. Alors, la fondation Node a fusionné il y a quelques mois avec la OpenJS Foundation. Donc, je sais plus exactement, parce que j'ai pas suivi en détail exactement quelles sont les règles. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle le CPC, le Cost Project Committee. Donc ça, c'est vraiment des gens qui ou passent du temps payé par des entreprises ou sur leur temps libre pour gérer le projet Node et la fondation OpenJS. Donc si on recentre un peu sur le projet Node.js en lui-même, il y a le Technical Steering Committee, qui sont donc les gens qui sont les owners au sens GitHub du truc et qui sont les leaders du projet Node.
Il y a les collaborateurs, qui sont les gens qui ont les droits de commit. Il y a les contributeurs, c'est les gens qui ont au moins un commit dans le repo Node. Et après, il y a les gens qui interviennent sur les issues. Et, euh, et c'est tout. Alors, sur tous ces gens, il y a des gens qui sont payés pour faire ce qu'ils font, il y a des gens qui sont pas payés pour faire ce qu'ils font, il y a des gens qui sont dans un modèle un peu hybride. Donc, par exemple, je peux vous parler d'un très bon ami suisse qui s'appelle Michael Targos, de son pseudo, qui lui bosse et a sa propre boîte. Alors je sais pas exactement comment il s'arrange entre s'il facture son temps Node à quelqu'un ou pas du tout. Par contre, il y a des gens comme Matteo Collina qui travaillent pour Nearform et son temps de commit sur Node fait partie de sa fiche de poste chez Nearform. Et moi après je suis dans un moyen un peu hybride où Screen a favorisé le fait que je sois devenu collaborateur. Screen me laisse du temps pour contribuer, me finance les conférences et les collaborateurs summit, mais je fais aussi beaucoup de contributions sur mon temps libre. C'est un modèle un peu hybride dans lequel globalement Screen essaye de promouvoir l'open source, mais on a aussi des deadlines dans le produit à faire, donc on trouve toujours des solutions entre nous et c'est plutôt sain parce que ça fait que je n'ai pas de compte à rendre toujours sur ce que je fais au point de vue du niveau du projet Node, parce que je suis à la fois un contributeur indépendant et un contributeur d'entreprise. Très Donc, bien. comment on Très devient bien. collaborateur? C'était ça ta deuxième Oui, question, je crois. tout à fait. Alors, alors, en fait, le seul moyen de devenir collaborateur, c'est d'être remarqué par un autre collaborateur. Donc, Hmm. quand tous les gens qui ont les droits de commit sur Node sont les collaborateurs, comme je disais, et ont le droit de nominate, de nommer quelqu'un à la collaboration. Donc, globalement, généralement, ça passe par l'ouverture d'une issue. C'est arrivé 2 ou 3 fois que ça se fasse par des chaînes de mail privées parce que c'était des gens qui avaient déjà accès à des repos privés du monde Node, mais qui n'avaient pas encore les droits de commit sur le projet Node même, et qu'on voulait faire un pré-check quand même. Quand il y a une potentialité de doute, il y a un pré-check privé avant le check public. Et donc après, c'est un peu en mode si personne n'est contre, tout le monde est d'accord. Donc, tu ouvres une issue sur GitHub en disant voilà, j'aimerais nominate cette personne, voici ses contributions, j'aimerais la nominate parce que je pense que. Alors, moi, la dernière fois que j'ai nominate des gens, je pensais qu'il y avait que les membres du TSC qui pouvaient nominate des gens. Du coup, j'ai demandé à un pote du TSC de les nominate. J'ai appris qu'après que j'aurais pu le faire direct. Donc, pourquoi j'ai nominate ces personnes? J'ai nominate ces personnes parce que ils ont travaillé beaucoup avec moi sur une API que j'ai shippée dans le core node qui s'appelle Async Local Storage. Tout à fait. Et on va en reparler. D'accord. Donc ces deux personnes qui ont beaucoup travaillé sur cette API avec moi et qui n'étaient pas collaborateurs du core node et qui ont eu des apports extrêmement importants et valuables. Donc à la fin de ce process, j'ai dit que c'était pas normal qu'ils aient pas les droits de commit et je les ai nominate. Moi, j'ai été nominate parce que je faisais partie de plusieurs security teams au niveau du core node et que j'avais réécrit une API qui s'appelle Domain pour nettoyer la codebase. Et du coup, un ami à moi que je connais assez bien, Colin Earing, m'a nominate. Et une fois que tu es nominate, au bout d'un certain moment, si personne n'est contre et que tu as quelques plus 1, il y a un membre du TSC qui va te contacter. Donc moi, c'était Anna, qui est une femme exceptionnelle et une des personnes les plus brillantes du projet Node, qui m'a contacté et qui m'a fait un onboarding. Donc c'est un call hangout qui se termine par ton premier commité par toi-même, où traditionnellement tu t'ajoutes dans la liste des collaborateurs Trop bien. dans l'ordre d'arrivée. Et c'est généralement la PR qui est la moins discutée de ta carrière parce que tout le monde met des plus 1. Et après, collaborateur, ça te donne plusieurs pouvoirs. Déjà, ça te donne le pouvoir de merger des PR. Et ça te donne le droit de rendre des PR mergeables. Donc il y a une politique au niveau du core node qui est que pour qu'une PR soit mergée, il faut qu'il y ait l'accord de 2 collaborateurs, sauf si la PR est ouverte depuis plus de 3 semaines ou une semaine, c'est en train de changer ça, auquel cas tu as juste besoin de l'accord d'un autre collaborateur. Sauf si c'est un breaking change, auquel cas tu as besoin de l'accord d'au moins une personne du TSC. Histoire que le leadership technique soit au courant des breaking change. Mais donc, le fait d'être collaborateur fait aussi que je peux bloquer n'importe quel PR parce que
les reviews négatives d'un collaborateur sont bloquantes et ne peuvent être supprimées que par ce collaborateur ou un membre du TSC. Et généralement, les membres du TSC essayent de se mettre d'accord entre eux sur le fait qu'ils veulent dismiss une PR. Donc c'est un modèle qui est basé sur une forme de consensus avec des règles. Un des autres trucs que j'apprécie beaucoup, c'est que tu peux merger les PR des gens qui ne sont pas collaborateurs. Et je t'avoue que la partie que j'apprécie le plus dans le taf en étant collaborateur, c'est d'onboarder des nouveaux contributeurs au core node et de voir des gens faire leur première PR dessus et se rendre compte 6 mois plus tard qu'ils font partie de deux comités, que quelqu'un les a nominate pour avoir les droits de commit et tu te dis ouais, ça j'étais vraiment content de faire partie de cette histoire. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, merci pour cette réponse, hein. Franchement, c'est des choses que je ne savais pas du tout et je pense que pas tout le monde ne le sait. Donc, ça fait très plaisir de savoir tout ça. Avec plaisir. Au niveau de Async Local Storage, donc, qui est l'API dont tu as été donc l'auteur, hein, si j'ai bien compris, il faut savoir un peu avant pour que les gens sachent que personnellement j'ai contacté Vladimir parce que justement c'était l'auteur de cette API là dont j'avais parlé brièvement sur une des vidéos YouTube quand je parlais donc des nouveautés de Node.js en fait. Et je trouvais cette API très intéressante. Et donc est-ce que tu peux nous dire un peu quelle a été l'idée avant de créer cette API-là, et ensuite, eh bien, comment tu as fait pour la faire, tout simplement, nous décrire cette API-là. Alors en fait, l'idée, elle vient pas du tout de moi. Elle vient d'un ingénieur qui à l'époque bossait chez New Relic, qui s'appelle Forest Novel, qui a bossé aussi un peu chez NPM et qui maintenant a un peu pris ses distances avec le core node. Et c'est un truc qu'il a fait, mais il y a genre très 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 longtemps. Alors je pense que même sur Node Archive, on doit pouvoir retrouver la première discussion sur le sujet. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre Node et une plateforme multithreadée, c'est qu'en Node, toutes les requêtes arrivent dans le même thread, et c'est grâce à l'asynchronisme et à l'event loop que tu peux traiter plusieurs requêtes à la fois. Là où dans un langage comme PHP par exemple, tu vas générer un thread par requête et ta requête va être gérée dans ce thread-là. Ça veut dire que en Node, je sais pas si tu as remarqué, mais les stack traces sont beaucoup plus courtes que dans tous les autres langages. Elles s'arrêtent à l'opération asynchrone précédente. Genre tu fais une requête en base de données, bah, ta stack trace elle s'arrête au niveau de la base de données, de la requête en base de données. Ça c'est parce que c'est très dur de savoir la question tout con de pourquoi j'en suis là dans un environnement asynchrone. Et donc, Async Local Storage, c'est une API qui va te permettre de dire, à partir de maintenant, dans cette trame asynchrone, dans cette suite d'opérations asynchrones, je vais mettre un store, c'est un objet, au choix, et il va être disponible dans la trame asynchrone. Alors, je vais prendre un exemple, parce que là, c'est un peu abstrait. Si à chaque fois que j'ai une requête qui rentre, je fais un async local storage.run, et je mets la requête dans le store, et ben à tout moment de mon code, si je fais async local storage.get, je vais obtenir la requête HTTP courante. Et donc, je suis plus obligé de faire des closures. Je suis plus obligé de me passer l'objet request à toutes mes méthodes. Je suis plus obligé de binder des trucs sur l'objet request. La qualité de code devient beaucoup plus clean et ça permet aussi de refabriquer une ancienne API du core node qui est dépréciée aujourd'hui qui s'appelle domain. C'est-à-dire que tu vas pouvoir throw des exceptions. Et si personne ne les attrape, tu peux mettre un handler au niveau du process. Et avant que le process ne crache, bah, ton handler va attraper cette exception. Et toi, comme tu utilises Async Local Storage, tu sais quelle est la requête HTTP courante. Et donc tu fais, ah bah voilà, donc c'est une requête qui est liée à c'est une erreur qui est liée à cette requête. Donc je vais crafter une erreur 500. Donc ça, c'était l'idée de Forest Novel, parce qu'il en avait besoin pour New Relic à l'époque. Moi, je suis arrivé chez Screen il y a 4 ans. Screen, ça marche un peu comme New Relic, sauf plutôt que de faire de la perf, ça fait de la sécurité. Donc j'avais exactement le même problème que lui. Quelle est la requête HTTP courante? C'est vraiment le problème profond. C'est quelle est la requête HTTP courante quand t'as pas accès au middleware parce que t'es pas dans le code de l'utilisateur, parce que t'as une librairie qui se balade et qui exécute du code de temps en temps.
Donc, j'ai bossé. Je suis d'abord parti par le module qui s'appelle Continuation Local Storage, qui a été fait justement par Forest Novel. Ce qui s'est passé, c'est que ce module, il utilise du monkey patching en userland, et c'est-à-dire que pour handler les promesses, il override le then. Pour handler les process.nextTick, il override process.nextTick. Le problème, c'est ce qu'on appelle async await, et async await n'appelle pas le then quand il n'existe pas. Il n'appelle pas le then implicite. Donc, à partir de là, async await cassait ce système, et à partir de là, tu n'étais plus capable de savoir quelle était la requête HTTP courante avec le module de Forest. Entre-temps, il y a une API dans le core node qui est apparue qui s'appelle async-hook, qui permet d'écouter sur les opérations asynchrones, c'est-à-dire d'avoir un callback qui est exécuté quand il y a des nouvelles opérations asynchrones qui sont exécutées. Donc j'ai fait une première implémentation en interne du Continuation Local Storage basé sur async-hook. Ça marche plutôt bien, et mes clients sont globalement contents. Le problème, c'est qu'il y a plein de modules en userland qui peuvent le casser pour une raison X ou Y. Par exemple, le terrible module CLS Hooked, qui est censé remplacer le Continuation Local Storage, mais qui est plein de bugs et de fuites de mémoire, et du coup qui casse beaucoup de choses. Donc, avec plusieurs APM vendors, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait quelque chose directement dans le core node pour que les gens arrêtent de faire n'importe quoi, nous les premiers, en userland. Et donc, on est parti sur l'idée d'avoir une API dans le core. Donc, en mars de l'an dernier, en mars 2019, j'étais dans un voyage de ski avec des copains. Je m'étais un peu fait mal à la cheville à cause de boots de snowboard de location. Donc j'ai passé une journée à l'appart et j'ai fait bon allez, c'est plié, je fais l'affaire aujourd'hui. Et il se trouve que ça a été une PR qui a été un peu débattue, et quand je dis un peu débattue, c'est la deuxième PR débattue de toute l'histoire du projet Node, sachant que la première c'était pour ajouter des promesses à File System, AFS, et cette PR-là n'a pas été mergée, donc c'est la PR la plus discutée à avoir été mergée. Donc il y a eu pas mal de drama, de discussions, de nouvelles API qui sont apparues parce que on a trouvé des moyens de la rendre plus safe en termes de mémoire, plus safe en termes de performance, et donc j'ai pu merger ma propre PR fin février. Donc de mars à février, j'ai un peu mangé, dormi, bu sur cette PR. Ça a été un peu l'achievement d'un an de travail. Et donc maintenant, je récupère la suite YouTube Money. Non, c'est pas vrai. Je récupère la Conference Money en faisant des talks dessus dans le monde entier. Ah mais zut, il y a le Covid. Donc je fais des remote talks. Moi, je préfère faire les confs dans le monde entier où tu fais des miles sur Air France et tu rencontres des gens sympas dans le monde entier. Donc je suis encore un peu radin sur mes talks sur le sujet. J'en donnerai que 2 sur le sujet cette année, et j'en donnerai beaucoup plus l'an prochain. Ceci avec un talk sur la sécurité GraphQL qui devrait me faire voyager un peu dans le monde entier. L'an prochain, quand les conférences reviendront et qu'on retrouvera un monde normal. Tout à fait. Restons un peu dans tout ce qui est sécurité web, et j'ai quelques questions notamment par rapport à ce domaine-là. Des questions que j'ai eues notamment d'un ami à moi qui est dans l'InfoSec justement, qui s'appelle Anthony. Et donc j'ai une question. La première, elle est plutôt simple. C'est en fait, comment tu fais pour avoir toujours de la veille en fait par rapport à tout ce qui est sécurité informatique? Quels sont les outils ou quel est ce que tu vas suivre pour toujours être à jour? Parce que dans ton métier, il faut clairement être à jour là-dessus. Alors, ça passe par plusieurs trucs. Déjà, chez Screen, on a beaucoup de gens qui sont des gros nerds de la sécurité. Et du coup, on a des channels Slack rien que pour ça. Et globalement, je pense que les outils de veille des uns et des autres font qu'aujourd'hui, on a une super veille en AppSec pour tout le monde. Ensuite, moi j'ai de la chance, c'est que je fais partie de la team sécurité pour Node, et c'est-à-dire que les problèmes de sécurité des modules NPM ou de Node même passent dans ma boîte mail, où une équipe de la fondation les gère. Et donc j'ai un œil là-dessus. Par exemple, la première prototype pollution de tous les temps, j'ai été un des 3 ou 4 premiers mecs à la connaître, parce qu'en fait le security reporter Olivier je crois l'a reporté sur notre bug bounty HackerOne, et c'est moi qui l'ai traité pour le compte de la fondation. Donc j'ai une veille qui est assez efficace là-dessus, parce que en fait j'ai la primeur de la nouveauté sur pas mal de trucs
directement. Sinon, après, je pense que Google a très bien appris ce que j'aimais. Donc, quand j'ouvre Google News, c'est à moitié sur l'aviation et à moitié sur des failles de sécurité. Et sinon, ouais, c'est à peu près ça, mon système de veille dans l'ensemble. Ok, ok, ok. Et une autre question donc, par rapport à ce qui est sécurité. euh, Comment tu fais? Mais là, du coup, ce que j'ai compris par rapport à ce que tu avais déjà dit, c'est qu'il y avait d'autres personnes qui géraient ça aussi. Comment tu fais pour garder toujours la vision sur la qualité du code et sur la vulnérabilité globale du projet quand on est justement sur de l'intégration continue ou du développement continu? Est-ce que tu utilises quelque chose de spécial par rapport à ça? Eh ben, c'est très dur. C'est en fait, pour être honnête, moi je fabrique un produit commercial parce que c'est très très dur de vérifier qu'il n'y ait pas de vulnérabilité dans ton propre code. Donc je fabrique un produit de défense qui va plutôt se concentrer sur les attaques en elles-mêmes que sur les vulnes. J'entends par là que s'il y a une injection SQL dans un CMS, Screen va quand même la détecter parce que Screen détecte l'injection SQL au niveau du driver SQL, au niveau du driver Postgre ou au niveau du driver Mongo si tu utilises Mongo. Donc en fait, le fait qu'il y ait une vulnérabilité dans un produit plus large, Screen s'en fout un peu parce que Screen est capable de détecter que la vulnérabilité est exploitée et d'empêcher qu'elle soit exploitée au runtime. Et en fait, c'est parce que je pense que ça devient quasiment impossible dans la taille des codes bases qu'on a aujourd'hui de garder un œil sur toute la qualité du code en termes de sécurité que je crois beaucoup dans ce produit qui, en fait, règle ce problème en disant on trouvera jamais toutes les failles, autant empêcher qu'elles soient exploitées. Je vois. Ok. C'est vrai que c'est plutôt cohérent. Dernière petite question concernant tout ce pôle sécurité. Est-ce que toi, tu te challenges toujours? Est-ce que tu te challenges sur les vulnérabilités? Est-ce que tu fais par exemple des captures de flag? Est-ce que tu fais quelques challenges sur RootMe? Est-ce que tu t'entraînes toujours au niveau des vulnérabilités, tout ça? Alors, ouais, de temps en temps chez Screen, on fait des captures de flag inter-entreprises. Euh, Moi, j'essaye surtout de me challenge pour chercher des solutions que mes collègues trouvent pas. J'entends par là que chez Screen, on a des gens qui sont vraiment des dieux de la sécurité. Les deux founders de la boîte étaient dans la Red Team d'Apple, donc c'était eux qui cassaient les produits Apple pour le compte d'Apple. Est-ce que juste pour ceux qui ne savent pas forcément, tu peux nous dire la définition de Red Team? Et ben en fait c'est ça, c'est une équipe en interne de hackers qui vont attaquer les produits de l'entreprise pour trouver les failles. Et donc, mes founders sont des gens qui ont travaillé dans ce contexte-là, et on a embauché d'autres excellents ingénieurs en sécurité. Et donc, quand on fait des CTF, eux, ils attaquent les problèmes de front avec leur expérience de hacker, alors que moi, j'ai une expérience de dev avec avec un site de hacker. Donc, je vais te donner un exemple. Le dernier CTF qu'on a fait, il y avait un exercice où il fallait obtenir une corruption de mémoire dans un programme en C. Tu avais les sources du programme et il tournait à un endroit sur le réseau et il y avait le flag si tu arrivais à corrompre la mémoire en envoyant des paquets à ce programme depuis le réseau. Et tu avais les sources pour essayer de comprendre comment ça marchait avec un faux flag dedans. Mes collègues étaient en mode faut que je dite le code, oh là là, ça va être compliqué. Moi, je l'ai regardé, j'ai fait je sais pas faire du C. Par contre, ce que je sais faire, c'est que je sais lancer AFL, qui est un fuzzer fait par Google, et qui est très puissant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recompilé le code avec AFL, et j'avais juste modifié le code pour que, au lieu de fournir le flag, il crache. Et après, j'ai fuzzé le programme et j'ai obtenu des inputs qui faisaient crasher le programme. Et comme le seul crash dans le programme était celui que j'avais injecté à l'endroit où le flag était dispo, j'ai juste pris mon exploit, balancé sur le réseau, et j'ai eu le truc en une demi-heure, là où mes collègues avaient prévu d'y passer 4 ou 5 heures. Donc ouais, je me challenge, mais je me challenge surtout vis-à-vis de mes collègues qui je sais sont exceptionnels en sécurité, et donc j'essaye de trouver les méthodes d'attaque que eux n'ont pas. Très bien, je vois. Et c'est vrai que les fondateurs de la boîte qui faisaient partie de la Red Team d'Apple, ça en jette, hein, quand C'est même. ça roxe un peu du poney si tu me passes l'expression. Avec tout ça, avec tout ce que tu fais et avec même le nouveau rôle que tu vas avoir qui va être un peu plus management, je me demandais, est-ce que tu as ou tu as eu comme
pas mal de développeurs, le syndrome de l'imposteur. Donc par rapport à toi, est-ce que ça c'est quelque chose qui est en toi tout simplement? Bah oui, je l'ai un peu au quotidien parce que je l'ai un peu au quotidien parce que je bosse dans une boîte de sécurité où il y a des gens qui sont 1000 fois meilleurs que moi en sécurité. Donc de temps en temps, t'apprends l'humilité. Ils sont pas méchants, mais c'est juste qu'il y a des trucs que tu comprends pas. Euh, je l'ai aussi au quotidien sur le projet Node, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ni collaborateurs, ni même encore contributeurs, qui comprennent des choses sur comment fonctionne Node 1000 fois mieux que moi, ou qui font des PR dans lesquels je comprends rien. Euh, je pense que mon syndrome de l'imposteur n'a fait que augmenter au fur et à mesure de ma carrière. J'ai juste appris à mieux le cacher parce que je suis arrivé à la conclusion que beaucoup de gens l'avaient et que du coup, pour parler en conférence, c'est pas intéressant d'être le meilleur sur un sujet pour parler en conférence. Il faut aussi être bon en parlant en conférence. Mais je sais pas si tu connais la loi de Cunningham qui dit le meilleur moyen d'avoir une solution à un problème sur Internet, c'est pas de poser la question, c'est de donner une mauvaise réponse. Et en fait, c'est pour ça que j'ai aucun problème à aller en conf, aller sur des issues GitHub et à dire des conneries parce que, et ben au pire, je vais apprendre des trucs, tu vois. Et donc, ouais, j'utilise un peu le syndrome de l'imposteur comme un pouvoir pour apprendre plus de choses, en fait. Très intéressant, très très intéressant. Eh ben écoute, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. J'ai envie de te poser une dernière question. Est-ce que, puisqu'il y a pas mal de développeurs JavaScript qui écoutent, enfin qui j'espère vont écouter ce podcast, est-ce que tu aurais une librairie, un framework, un outil, un service, vraiment n'importe quoi que tu as découvert il y a pas longtemps ou qui te sert dans la vie de tous les jours et que tu aimerais partager? Je te prends un peu au dépourvu là-dessus, désolé. C'est pas grave, c'est une assez bonne question. Et je vais te dire, c'est NAPI. Alors, c'est un peu cocasse de répondre avec un projet en C, mais non, je vais même faire mieux. Je vais faire mieux. C'est WebAssembly. Je pense que faire marcher des librairies C dans des projets web, c'est de plus en plus important, plus les projets web ont besoin. Donc que ce soit via NAPI pour faire des bindings, pour appeler du code C depuis du code Node, ou du WebAssembly pour embarquer des librairies partout dans le monde, dans le browser, dans Node. Et je pense que même en hackant un peu, comme il y a un V8 qui traîne dans MongoDB, il y aura peut-être moyen un jour de faire tourner du WebAssembly sur MongoDB. Je pense que c'est assez important et que c'est vraiment les sujets, les projets qui m'intéressent le plus en vrai. Très intéressant, super. Bah merci beaucoup Vladimir pour avoir répondu à toutes mes questions aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir demandé de venir. J'étais très content de pouvoir intervenir dans ce podcast. Je te souhaite une bonne journée et puis je mettrai tous tes liens, donc je pense Twitter, LinkedIn, Medium et autre chose si tu veux dans la description. Top, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le podcast Dev Theory Interviews. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Je serais ravi si vous pouviez noter ou commenter ce podcast sur la plateforme avec laquelle vous l'écoutez. Si vous souhaitez améliorer votre JavaScript, je peux vous proposer un cours gratuit de 3 jours où je vous explique les notions les plus importantes de tout Code.js. Vous pouvez retrouver le lien de ce cours en description avec toutes les autres ressources dont nous avons parlé dans cet épisode. En attendant, j'espère qu'on va se revoir très vite sur le podcast, les vidéos YouTube ou même devtheory.fr. Et je vous souhaite bon courage pour tous vos projets.